Bonjour. Dans le cadre de la semaine d'activités littéraires du Salon du livre de Rimouski, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec deux autrices qui ont mis la région à l'honneur dans leurs livres, dans des histoires de filiation, de mère en fille, de quête d'identité. Deux autrices magnifiques, donc Hélène Dorion, Pas même le bruit d'un fleuve, et Virginie de Champlain, c'est le contraire, Les falaises. Donc, les falaises, le fleuve, l'eau, la mer, euh, la filiation, la matrilinéarité, le retour aux sources, la quête de qui était cette mère. Là, on va parler de la mer et de la mer avec, finalement, bonjour Hélène Dorion et Virginie de Champlain. Bonjour. Merci au Salon du Livre de permettre cette rencontre-là. Je suis en ce moment dans la bibliothèque Lisette Morin. Virginie est dans la magnifique Maison de la littérature de Québec. Hélène, dans votre bibliothèque, j'imagine? À Harford, dans la À forêt. Hartford, donc La bibliothèque dans la forêt. Oui, c'est la ça, on est bibliothèque dans la forêt. Moi aussi, absolument, j'ai absolument. une bibliothèque qui semble être dans la forêt ici Oui, aussi. oui. Donc, vous avez toutes les deux, et c'est drôle parce que cet automne, il y a plusieurs livres qui parlent de ce thème des mères et de la quête des mères. Cette année, il y a donc, bon, vos deux livres, mais il y a Menthol de Jennifer Bélanger, il y a Les Entailles de Marie-Hélène Gay qui paraît ces jours-ci, Louise Latraverse aussi, qui lance ces jours-ci un livre qui s'intéresse à la mère et à la relation et à cette filiation-là. Je vais commencer peut-être par Virginie de Champlain, puisque c'est votre première publication, alors qu'Hélène Oui. Dorion en a beaucoup, une trentaine de livres, plusieurs prix littéraires. Donc, je trouve ça très intéressant de parler avec vous deux parce que Hélène a une longue carrière, Virginie, vous commencez la vôtre et vous arrivez avec un thème comme ça. Et j'aimerais, Virginie, tout d'abord que tu nous parles de ce qui a amené à faire ce livre. Parce que là, on n'est pas dans l'autofiction dans ces deux livres-là. Il faut le souligner aussi. Hein, on a souvent tendance à associer la littérature des femmes et ce genre de quête-là avec une autofiction, mais là, ce n'est pas le cas du tout. Et donc, comment a germé l'idée des falaises, Virginie? Ben, ça s'est écrit d'abord dans le cadre de ma maîtrise que j'ai fait sur la transmission de la mémoire chez les femmes au Québec. Donc, c'est ça, c'est vraiment dans cette espèce de désir-là d'aller, euh, pas nécessairement redonner des voix à des femmes qui n'étaient pas là, mais de mentionner ça un peu que dans l'histoire du Québec, il y a eu beaucoup de femmes qui, à cause de l'époque dans laquelle elles étaient, qu'on n'a pas entendu au final. Donc, c'est d'aller soulever ces pierres-là qu'on ignore ou qu'on s'imagine qu'ils ne sont pas là. Donc, d'aller creuser ça un peu. C'est ça, aller C'est un peu creuser. la quête de la femme qui fuit d'Anaïs Ben Barbeau-Lavalette. oui, ça a été Et je pense que c'est ce livre-là que vous avez analysé dans le cadre de votre oui, maîtrise. exactement. Oui. Oui, c'est ça. Ça a été un peu l'espèce pas de révélation, mais ouais, de révélation. Puis bon, c'était pas nécessairement quelque chose que je savais pas, mais que ce soit étalé comme ça, comment la filiation féminine d'une famille est intrinsèquement liée à la filiation féminine de l'histoire, en fait. Puis comment, sur des générations aussi rapprochées qu'une petite fille puis qu'une grand-mère, il y a tellement des différences de possibilités incroyables. Tu sais, je regarde ma grand-mère à moi qui n'a pas sa 12e année puis qui a élevé 7 enfants. Puis moi qui est en train de faire maîtrise par-dessus maîtrise puis qui me dit que j'en veux probablement pas des enfants. Tu sais, c'est ma grand-mère qui est encore vivante, de qui je suis très proche. Cette différence-là entre les possibilités euh, de, 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 nos époques distinctives, c'est quand même assez c'est incroyable, pas aberrant, mais c'est quand même incroyable Ouais. comme distance. Puis, c'est ça, je sais pas si c'est parce que c'est une histoire que j'arrive à comprendre, mais j'ai l'impression qu'au Québec, dans le fond, les mouvements féministes, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup marqués. Pas qu'ils sont beaucoup marqués, mais
qu'on les ressent beaucoup. Puis bon, c'est probablement parce que c'est une histoire qui est proche de la mienne, puis que c'est un sujet dans lequel je suis plongée depuis plusieurs années. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une très forte histoire des femmes qui est encore enterrée. Donc, c'est ça, j'avais envie de mettre une protagoniste qui va à la recherche de ça, de ces femmes-là qu'on voit plus, qu'on n'a pas vu passer beaucoup. C'est plus ça qu'on n'a pas vu passer. Donc, Ouais. c'est ça, Comment aller leur rendre hommage et rendre justice Mhm. à l'histoire. Et Ouais. Hélène Dorion, évidemment, vous n'avez pas la même expérience de vie et vous savez, vous perdu vos parents. Il y a eu le temps du paysage qui est plus autour de la mort du père, qui est un récit. Et là, pas même le bruit d'un fleuve, on ne sait pas, c'est pas de l'autofiction, c'est pas un récit. Il y a quand même des petits éléments de la vie. Je pense que votre grand-mère a réellement perdu un amoureux dans les eaux du fleuve, mais à part ça, c'est pas votre histoire. Et je me dis, bon, vous avez écrit un récit autour du père et là, un roman sur fond de matrilinéarité comme ça et de quête de la mère. Comment est arrivé le roman? Pourquoi ça n'a pas été un récit? Comment se fait chez vous le choix ou comment arrive l'histoire qui décide de s'écrire en poésie, en récit, en roman? Vous avez adopté cette forme-là pour parler de la mer. Alors, j'aimerais savoir comment il s'est construit. Ben, je dirais d'abord, pour enchaîner avec ce que Virginie a mentionné, que mon roman est aussi dans cette même thématique de la transmission des femmes. Bien qu'au départ, moi, c'était pas un thème, c'était pas un sujet, j'allais pas écrire là-dessus, mais je me suis rendu compte que c'était ça. Et pour ma part, ça a été beaucoup, qu'est-ce qui se transmet, oui, par la parole, mais qu'est-ce qui se transmet par le silence et le secret? Et c'est c'est un peu dans ce creux-là que j'ai voulu m'immiscer. Et là, la différence entre, par exemple, un récit ou un roman, ma grand-mère, comme tu mentionnais, Annie, a effectivement perdu un fiancé à la guerre. Ma mère a aussi perdu un fiancé sur le fleuve, un accident de voilier qui a été percuté par un pétrolier. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui sont, disons, réellement survenus. Mais tout le reste, je l'ignorais. Et c'est là où la fiction, donc le roman, répond à la réalité et aussi à cette quête de vérité. Parce que la vérité, c'est pas toujours ce que l'on sait, c'est très souvent ce qu'on ignore et que l'intuition, l'imaginaire, que la magie aussi de l'écriture, en faisant se rencontrer certains événements, ben, va explorer et va nous permettre en fait de mettre en scène. Mais disons que c'est aussi un roman sur cette transmission de femmes. Il y a bien sûr la narratrice Anna qui va aussi à la quête d'elle-même en allant à la quête de l'histoire de sa mère. Donc, c'est comme si elle-même portait des secrets ou des parts manquantes et c'est en récupérant l'histoire de sa mère qu'elle va récupérer, bien sûr, sa propre histoire. Alors, pour moi, c'était un peu de quelle histoire vient-on? Mhm. Comme femme, parce que les femmes, et peut-être au Québec, mais je pense aussi de manière universelle, les femmes très souvent ont été tenues au secret de bien des manières dans l'histoire. Et donc, ce silence-là, je pense qu'on a beaucoup parlé du silence des hommes, du silence des pères. Moi, j'avais envie d'explorer le silence des mères. Et le silence des mères était souvent dans la solitude, était souvent dans la souffrance. Et je pense qu'il était parfois aussi dans des amours qui étaient cachés, qui étaient impossibles ou qui étaient perdus. Donc, c'est un peu, Oui. moi, dans ce côté-là de la transmission que j'ai voulu aller, puisque c'était le cas donc, de la mère de Simone, la mère d'Anna, et donc ça se transmet. Mais c'est comme si Anna, en allant à la rencontre de la part manquante et silencieuse de sa mère, brisait un peu cette transmission silencieuse. Et c'est pour accentuer ou pour utiliser ce côté secret-là que tout passe par des écrits, des choses qu'on va chercher, qu'on trouve, qui sont cachées. C'est le cas dans vos deux romans. Euh, Oui, on ne l'a pas écrit ensemble, mais non, mais sans doute, on dit souvent les écrivains à un même moment
il y a des choses qui se rencontrent. Et là, je pense qu'on est vraiment devant ces vases communicants, en fait, hein, des choses Les qui... mondes cosmiques. Ouais. Oui, Ouais. oui. Virginie habite en plus, enfin, a habité, est originaire de là-bas, donc Pointe-au-Père pour elle, tout ça, c'est là, Ouais, c'est c'est connu. Moi, c'est l'univers de ma mère, Kamouraska. Donc, oui. ouais, fait amusant. Donc, moi, je viens de Pointe-au-Père. Même, là, la maison de mes parents est encore là. Donc, le musée de l'Empress of Ireland, je l'ai à 3 minutes à pied de la maison de mes parents. Donc, c'est une drôle de rencontre. Mais ouais, pour rebondir sur l'utilisation de cahiers, euh, je trouvais ça intéressant d'y aller comme ça parce que, bon, l'écriture, c'est souvent, puis dans le roman de Parvo Lavalette, ça avait été ça beaucoup, c'est un lieu de réappropriation des absentes, en fait. Donc, ces personnes-là qui ont été absentes de notre vie, mais qui ont quand même façonné notre histoire par leur absence ou par leur présence, mais beaucoup par leur absence. Donc, dans l'écriture, il y a cette possibilité-là de se réapproprier cette absence-là, de donner un sens au final. Puis, dans l'écriture aussi, puis Hélène a mentionné tantôt que les femmes, c'est beaucoup, qu'il y a beaucoup dans la transmission, il y a beaucoup dans les non-dits. Mais moi, ce que j'avais envie de regarder un peu aussi, c'est dans la transmission, il y a qu'est-ce qu'on reçoit, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on refuse de notre héritage. Puis, dans l'histoire des femmes, il y a beaucoup ça de refuser une partie de l'héritage-là qui permet d'avancer vers autre chose. Puis, c'est ça un peu que j'avais essayé d'explorer dans les falaises, donc de refuser justement le silence, de refuser l'aliénation. Puis, c'est un peu la quête de la narratrice, finalement, d'être capable d'aller au-dessus de ce silence-là, d'être capable d'avoir une voix, finalement. Donc, puis Oui, il y a beaucoup de Comprends. colère dans ce livre-là, dans Les Falaises. Il y a Mhm. beaucoup de colère, il y a beaucoup de révolte. Oui, ben en fait, c'est ça, les premières versions des falaises étaient encore plus fâchées. Puis il n'y avait pas de résolution. Donc, ça se terminait, puis les premières versions, il n'y avait d'espèce de funérailles, il n'y avait personne qui jetait les cendres dans, dans le fleuve. Donc, elle faisait juste revenir, puis elle disait, OK, c'est bon. Puis là, Mylène, mon éditrice était là, mais tu peux pas finir ça comme ça. Il faut qu'il y ait une conclusion, il faut qu'on sente qu'on a parcouru quelque chose. Donc là, ça m'a comme un peu fait un reflet envers moi-même. Parce que je pense que j'avais besoin d'écrire ce livre-là pour régler quelques trucs avec ma mère à moi. Donc, c'est ça le fait d'accorder à ma narratrice de pardonner au final, de rassembler un peu cette colère-là, puis de se rendre compte, bon, il y a ça qui s'est passé. Ces choses-là dans ma vie ont été négatives, ça me fait un poids négatif. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Est-ce que je continue à traîner ce poids-là ou bon, je fais un peu la paix avec ça, puis je vais vers l'avant. Donc, c'est un peu ça que ma narratrice a fait. Puis, Mhm. c'est un peu, pas qu'elle de dire ça, mais bon, j'ai un peu fait ce chemin-là en même temps qu'elle. Oui, ben, je pense pas que ce soit quétaine. Je sais pas, Hélène Dorion, ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que quand on écrit sur nos parents, même si c'est dans une fiction, il y a toujours une espèce de part de nous qui veut peut-être aller vers une certaine résolution, une certaine rédemption. Il y a quelque chose qu'on cherche. Oui, sans doute, une sorte de réparation, mais je dirais plus encore de compréhension. Pour moi, en tout cas, ça a été le cas. J'ai voulu vraiment, parce que cet événement étant réellement arrivé dans la vie de ma mère et ce fiancé ayant été une sorte de fantôme présent, j'ai voulu me pencher un peu sur sa souffrance à elle, parce qu'on est beaucoup, effectivement, sur notre propre souffrance, sur notre, Mhm. quant à soi, ce qu'on a vécu, mais je voulais, moi, me pencher sur sa souffrance à elle pour aller vers cette compréhension qui est aussi un premier pas vers sans doute un pardon dans certains cas. Et je reviens à ce qu'on disait pour les cahiers, les boîtes. Je pense, c'est ça, pour l'avoir vécu, qu'un moment déterminant dans la vie d'un enfant, c'est quand son parent est décédé et qu'il doit entrer dans ses effets personnels.
Mhm. Parce que, et ça pour tout le monde qui a perdu un parent, parce que là, bien sûr, il y a une forme de bris d'intimité, mais ce bris d'intimité, il n'est pas du tout, c'est pas seulement, disons, euh, je vais entrer dans quelque chose qui me regarde pas, mais c'est aussi, je vais entrer dans une connaissance à laquelle j'ai jamais eu accès. Et je vais connaître mon parent d'un point de vue qui est plus celui de l'enfant que je suis. Je vais le connaître comme, dans ce cas-là, comme femme. Si c'est le père, je vais le connaître comme homme. Je vais savoir probablement, en tout cas c'est possible, c'est le cas en tout cas de ma narratrice, qu'est-ce que la mère a vécu avant la naissance, dans ce cas-ci d'Anna. Et Mhm. ça, en fait, on pense connaître très bien nos parents, mais on a un tout petit accès à eux qui s'appelle celui de je suis l'enfant de mon père, je suis l'enfant de ma mère. Et c'est juste un angle de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont voulu aussi nous dire, de tout ce qu'ils ont voulu partager avec nous. Et le reste, on ne les a jamais vus comme amis, on ne les a jamais vus comme autrement, dans d'autres, sous d'autres faces, sous d'autres dimensions. Et ça, je pense que dans le processus, comme tu disais, de réparation, de compréhension, de compassion aussi, ce regard bienveillant qu'on porte sur eux, comme sur tout être humain à ce moment-là. On arrête de les enfermer dans la petite case parents, Oui. parents compétents ou incompétents, en regard de nous, de notre vie. Et là, tout à coup, on leur redonne le droit d'avoir été imparfait, d'avoir souffert, d'avoir eu des effondrements, des échecs, des chutes, des trouées, on comprend parce qu'on a devant nous un être humain. Et donc, c'est pour ça que moi, ces cahiers, ces photographies, ces journaux, et même Simone, la mère, elle écrit aussi de la poésie, à la présence de la poésie, de l'art qui est extrêmement importante aussi, qui fait partie de cette réparation, de cette situation réparatrice. Donc, c'est pour ça que c'est aussi présent, parce que cette intimité, tout à coup, et il y a par exemple, est-ce qu'on veut ou non aller dans ces boîtes de souvenirs? Parce que est-ce qu'on veut pardonner? Est-ce qu'on veut faire ce pas-là? Ou est-ce qu'on veut juste rester enfermé dans notre souffrance, dans notre colère, dans notre déception? Parce que finalement, est-ce que comme enfant, bien sûr, on attend tout des parents, mais même s'ils nous donnent tout ce qu'ils pouvaient nous donner, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a attendu? Pas forcément. Oui, puis je rebondis là-dessus. Je suis comme à un âge où, tu sais, je vais avoir 27 ans, où on dirait je me rapproche un peu de l'âge, ben, je me rapproche de l'âge que mes parents avaient quand ils sont devenus parents. Donc, il y a cette nouvelle forme de compréhension aussi, euh, de savoir qu'est-ce qu'ils attendent de la vie, qu'est-ce qu'ils attendaient de tout un peu, puis cette forme de compréhension-là que c'est difficile de faire tout parfaitement, puis d'élever un être humain, c'est une tâche incommensurable. Là, on dirait que c'est des choses que je commence à comprendre, puis ça permet un peu de... Puis bon, le roman aussi de présenter un parent aussi imparfait, ça fait relativiser aussi par rapport à la vie qu'on a vécue. Puis bon, c'est sûr que bon, c'est quand même assez intense la relation que les deux filles avaient, ben, les deux filles que la mère puis la narratrice avait. Donc, c'est ça, ça permet d'écrire dessus, ça permet d'avoir une espèce de double réflexion en grandissant par rapport à ses propres parents, par rapport au fait d'être un parent en général. J'aimerais qu'on parle du paysage Mm. qui vous a inspiré toutes les deux. Virginie, vous avez grandi au Bas-Saint-Laurent. Mhm. Hélène Dorion, je sais que vous adorez cette région-là. Quand vous avez fait, entre autres, le temps du paysage, il y a eu une exposition dans la région. On s'est vu au Jardin de Métis, au Château Landry. Vous avez une relation avec le fleuve, avec l'Est du Québec. Votre mère vient du Kamouraska. Donc, il y a des racines qui sont dans la région. Et Virginie, donc, vous avez grandi ici. Mais toutes les deux, votre roman se passe ici parce que dans le roman de Virginie, dès le départ, la mère donc s'est jetée en bas d'une falaise dans le fleuve. Il y a donc une relation très âpre. C'est l'âpreté du titre, Les Falaises. Moi, je pensais à vos deux titres et à ce qu'on ressent dans le roman
Dans les falaises, il y a l'âpreté, il y a les roches, il y a la cruauté, le geste de se jeter, la morte qu'on retrouve sur le bord de l'eau. Donc, c'est très dur, c'est une entrée en matière, c'est violent et c'est âpre. Il y a de la colère, elle est dans tous ces éléments-là. Et chez Hélène Dorion, il y a une espèce de douceur, pas même le bruit d'un fleuve avec les vagues qui vont, qui viennent. Il y a de l'introspection, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension. Il y a ces allers-retours entre le passé et le présent, la grande sensualité du rapport à l'eau aussi. Même si l'eau nous enlève ce qui nous est cher, il y a quelque chose de très sensuel dans le rapport à l'eau de ces personnages. Alors, j'aimerais vous entendre l'une et l'autre parler de votre rapport à ces lieux qui marquent le bord du Saint-Laurent. Peut-être commencer par Virginie, étant donné qu'elle est née ici. Oui, ben oui, c'est vrai, là, les falaises, c'est âpre et tout ça, mais ça reste qu'il y a quand même quelque chose de très pur aussi. Puis au même titre que les falaises, oui, c'est là d'où la mer se jette, puis c'est âpre, c'est froid, un peu froid, je trouve pas le mot que je cherche, là, mais c'est cru, une falaise et tout ça, on peut tomber, on peut mourir, mais en même titre que il y a ce sentiment-là de liberté quand on se tient sur le bord puis qu'on sait qu'on ne va pas tomber. Euh, il y a quelque chose d'enlevant puis de tellement libérateur aussi. Puis oui, ça peut être doux des falaises. Donc, c'est un peu cette espèce de rapport-là que je voulais illustrer que, au même titre que le fleuve, ça peut être une journée très calme, que ça peut être des grandes marées d'automne, puis que ça lavale les maisons à côté. Il y a tellement une relation, des ouais, une relation qui est en constante mouvance, qui évolue complètement, puis à toutes les différentes températures, si on veut dire comme ça. Puis, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment cette espèce d'équilibre-là qui me fascine un peu du fleuve de la nature comme ça, à quel point ça peut être destructeur, mais en même temps, la fin du roman où tout nous ramène toujours, c'est au final, c'est là où elle arrive à faire la paix avec sa mère. Donc, c'est un peu un cercle que oui, c'est ça qui l'a tué, mais bon, c'est là où on la rejette pour qu'elle soit en paix. Et est-ce que le fleuve, bon, c'est votre premier roman, mais quand même, vous avez écrit autre chose, des nouvelles, vous écrivez quand même depuis longtemps. Est-ce que c'est un endroit, un élément, une charge, une émotion qu'on retrouve ailleurs dans ce que vous écrivez? Oui, quand même, j'ai un vocabulaire maritime, un peu, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est quand même un élément qui est très présent en tout temps là, dans les poèmes, les nouvelles. C'est quelque chose que je trouve infiniment inspirant. J'ai grandi là, donc ça a tout le temps habité mon enfance, les premières fois que j'écrivais. C'est peut-être pas nécessairement là-dessus, mais comme je disais, c'est tellement un élément, un concept qui est inspirant, le fleuve, parce que c'est incompréhensible, mais en même temps, c'est tellement là, c'est tellement près de nous, c'est tellement... c'est c'est ça, la nature, c'est un primal, c'est un élément primal. Puis oui, c'est ça, donc ça l'a vraiment, je crois que ça l'a aidé à bâtir mon écriture, mon style, mais ça l'a toujours été là. Puis c'est ça, là, dans le projet roman, j'essaie de ne pas en parler, mais c'est C'est là difficile quand même. toujours, là, c'est toujours à nous, là, ouais. Hélène Dorion, il y a beaucoup d'éléments de la nature qui font partie de plusieurs de vos œuvres. La lumière, le vent, les grottes, la pierre, les paysages, évidemment la photographie, parce que vous êtes photographe aussi. Donc, il y a une idée de capter des paysages. Et qu'est-ce qui fait que vous avez centré ce roman-là? Qu'est-ce qui vous dit le fleuve? Qu'est-ce que ça... Parce que, bon, votre mère est originaire du Kamouraska, mais là, on va jusqu'à Pointe-au-Père, on mêle l'histoire intime à la grande histoire aussi. Comment le lieu, comment le fleuve a pu vous inspirer? Comment ça vous nourrit, ces paysages?
Oui, en fait, ma mère est née à Québec, mais elle passait tous ses étés au Kamouraska. Et moi, je suis née à Québec. Donc, comme à peu près tout le monde à Québec, le fleuve, c'est quelque chose qui est très, très proche. J'ai grandi quand même avec le fleuve comme compagnon. Quand j'étais enfant, on allait à la mer chaque été. Ensuite, j'ai habité longtemps au bord d'un lac. Je suis encore pas très loin d'un lac. Donc, l'eau est effectivement un élément majeur, très important pour moi. Et symboliquement, évidemment, l'eau, c'est un passage. C'est évidemment les saisons, mais c'est aussi ce qu'il y a de majestueux. D'ailleurs, le fleuve, on l'appelle le majestueux, mais ce qu'il y a aussi de plus cruel, comme le disait Virginie. Et pour moi, quand j'ai commencé à écrire, bien sûr, ce roman, ben, l'élément principal se passait sur le fleuve, le voilier qui est percuté par un pétrolier. Mais dès lors qu'on considère que le fleuve, aussi le fleuve Saint-Laurent, a été quand même le passage de notre histoire ici, comme Québécois, Québécoises, c'est-à-dire que ça a été vraiment la passerelle. Tout est venu par le fleuve. Donc, toute notre histoire a été quand même charriée par le fleuve Saint-Laurent, par les saisons qu'il a connues. Le fleuve connaît donc à la fois le meilleur et le pire d'une civilisation, de ce qu'il a traversé. Et bien sûr, quand cette histoire individuelle de Simone, Antoine, Anna a rencontré une histoire de naufrage collective à travers l'Empress of Ireland, ben là, c'est comme si deux fragments, en fait, qui ignoraient qu'ils faisaient partie de la même histoire, se sont rencontrés. Là aussi, c'est le plaisir de la fiction, c'est-à-dire qu'un élément arrive, puis on se rend compte que ben, lui, il ignorait, mais il en fait partie de cette histoire-là. Et là aussi, c'était principalement des immigrants qui étaient donc sur l'Empress of Ireland à ce moment-là. Donc, ils venaient refaire leur vie. Il y avait tout cet espace et cet espoir de recommencement et de commencement d'une nouvelle vie qui, tout à coup, ben, c'est complètement effondré. Et pour moi, c'était aussi le symbole à la fois des recommencements possibles et aussi des effondrements qui peuvent venir avec. Et les personnages comme Simone, Antoine sont des naufragés. Et là, c'est ce que j'ai voulu surtout explorer. Donc, il y a les survivants, il y a les noyés et il y a les naufragés, ceux qui n'arrivent pas aussi à se remettre de certaines tragédies. Donc, là aussi, c'est de voir de quelle tragédie intime ou collective venons-nous, parce qu'il y a cette descendance des histoires individuelles, mais il y a aussi la descendance de l'histoire, par exemple, des noyés de l'Empress of Ireland et tous ces naufragés qui ont vécu avec ça. Bon, évidemment, ce n'est pas un roman historique, ce n'est pas quelque chose que je sais, c'est pas la moitié du roman, mais c'est là comme, disons, une histoire plus vaste de ces naufrages individuels qui sont là. Et cela dit, le paysage est jamais, effectivement, dans mon travail, vous le disiez, c'est jamais un décor. C'est véritablement un personnage. Comme dans nos vies, on dit des fois que nous, on parle tellement de la météo, mais ce n'est pas un décor, la météo, c'est un état d'être. Quand on va à l'étranger où il n'y a pas 4 saisons, puis qu'on manque une saison, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est déplacé, qui est déboussolé véritablement. Donc, on le sait, c'est un personnage pour nous, le paysage, et on le vit intensément parce que nos saisons sont très fortes. Principalement, ça se passe au printemps, donc en mai, au moment où les glaces sont à peine cassées déjà, où le fleuve s'en va vers une autre saison, mais où on est entre l'essor et le déclin de saison. Donc là aussi, il y a cette force-là qui est très grande. Et je pense, par exemple, aux falaises. La falaise, c'est souvent le point de vue le plus beau. Quand on va dans un lieu, on veut aller au haut de la falaise parce qu'on sait qu'on va avoir le plus beau des paysages. Mais en même temps, c'est oui, le lieu où la chute est possible, où l'effondrement est possible, où la fin peut être. Donc, dans les deux cas, c'est ce même, disons, le point de beauté, mais de fragilité, de vulnérabilité le plus grand. Et c'est ce que je trouve, moi, dans le paysage, à la fois quelque chose de très fort et d'extrêmement fragile. On le voit, on le vit de toute façon. On parle d'écologie, mais des fois, il faut revenir à, je pense souvent à quelque chose qui est peut-être plus loin du concept, mais plus près de ce qu'on vit véritablement quand on a un rayon de soleil qui nous touche, par exemple, qui arrive. C'est ça. Oui. C'est ça, prendre soin du paysage, c'est ça, prendre soin de la planète aussi.
Prendre soin des vivants aussi et pas juste des morts, c'est quelque chose qui revient dans l'esprit de ce que vous avez écrit. Oui, tout à fait. Oui, parce que la vie continue, en fait, et comment est-ce qu'on prend soin des tragédies dont on est parfois les survivants et les survivantes, et comment est-ce qu'on prend soin aussi des naufragés qui nous entourent, parce que, puis on en parle dans notre monde actuel, il y en a beaucoup de naufragés. Il va y avoir, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il va y avoir des naufragés de la pandémie. Et il y a des moments très difficiles à travers ça. Comment est-ce qu'on prend soin les uns des autres à travers ça avec bon, les moyens qu'on a, les possibilités qu'on a et surtout la capacité d'aimer, de développer cette bienveillance les uns envers les autres, oui. Le naufrage du deuil dans Pas même le bruit d'un fleuve, votre roman, ce naufrage du deuil, il est inscrit dans la grande histoire, donc dans l'histoire des naufragés de l'Empress of Ireland, et dans une intimité qui est partagée avec une histoire qui appartient à l'histoire de la région, à l'histoire du monde, à l'histoire de la marine aussi. Les Falaises est un roman qui se déroule de façon beaucoup plus intime. C'est une histoire où les personnages font face à leur propre histoire et à leurs propres liens, et ça reste dans un milieu qui est peut-être un petit peu plus fermé. Cependant, dans les deux cas, il y a un lien vers l'extérieur avec ces gens qui arrivaient au Québec et qui sont morts dans un naufrage, avec cet ancêtre qui vient d'ailleurs, qui a changé de nom, donc où on voit le point, le lien avec toute cette histoire-là pour le bruit d'un fleuve. Mais dans les falaises, il y a cette ouverture aussi vers l'Islande. Donc, des gens qui arrivent, des gens qui partent. L'histoire de ces deux femmes est liée à quelque chose qui est vraiment encore plus loin qu'elles et qui va au-delà de l'histoire simplement de leur famille dans un petit territoire. Et je trouve ça intéressant, cette espèce d'ouverture et de lien. C'est Paul Chanel Malenfant dans son livre Fleuve qui dit le fleuve parle toutes les langues de la Gaspésie en Somalie, de Somalie à la Gaspésie. Donc, et la ligne d'horizon est la plus seule au monde. Il y a de ça dans vos deux livres, de cette quête qui est une quête qui n'est pas juste locale, mais qui se déploie à l'échelle du monde. Mhm. Pourquoi ces falaises qui vont jusqu'en Islande, Virginie? Bon, premièrement, ça part d'un voyage que j'avais fait moi-même là-bas, puis ça m'avait renversé les paysages là-bas, les gens, à quel point c'était dépaysant, puis à quel point chaque tournant était incroyable, mais à quel point aussi il y avait plein de petits éléments qui me rappelaient la maison, qui me rappelaient la Gaspésie, le, 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 sentiment des petits villages où tout le monde se connaît, justement le fleuve, ben, là-bas, c'est super présent partout, des arbres que je sais que dans la cour de chez mes parents. Donc, il y avait comme cette espèce de relation un peu déroutante avec l'extrêmement loin, mais l'extrêmement près aussi. Euh, Puis c'est ça, je voulais un peu aller rechercher là-dedans comment est-ce que en quittant, on peut aller trouver quelque chose de très précieux, de très caché, de très secret, de très intime. Euh, Puis c'est ça, la protagoniste avait comme un peu ce désir-là. Il n'y avait pas de réponse à aller chercher, il n'y avait pas personne à aller rencontrer parce que, de un, je pense pas qu'il y avait personne qui aurait pu l'accueillir. Je pense pas qu'il y avait encore des gens de la famille là-bas, mais il y avait ce besoin de se retrouver là où sa grand-mère ou son arrière-grand-mère ou sa mère aussi probablement s'était tenue. Donc, de se retrouver dans l'espace, même post-mortem, même en fabulation, mais de se tenir à un endroit où pour avoir une espèce de communion, de comprendre qu'elles ont ressenti, de voir qu'est-ce qu'elles ont vu, donc de se rencontrer là-bas parce qu'elles n'étaient pas capables de se rencontrer dans la maison. Il y avait trop de colère, justement, trop de douleur qui était associée à cette maison-là parce que ça avait été un endroit très aliénant pour la grand-mère, puis pour, on se doute, de la grand-mère, pour la mère aussi, un endroit qu'elles ont toujours cherché à quitter. Donc, c'est ça, la protagoniste va quitter elle aussi pour aller trouver
cette liberté-là que ces femmes-là devant elles cherchaient pour aller comprendre qu'est-ce qu'elles cherchaient, pour aller comprendre qu'est-ce qu'elles ont potentiellement trouvé. Puis, Dans un lieu symbolique qui est ouais, aussi celui de la naissance ou de la renaissance de la narratrice. ouais. De Ouais, la naissance, oui, plutôt de l'espèce de pardon, d'appropriation-là de cette colère, de cette douleur-là, de la calmer un peu, de faire la ouais, paix. Mais c'est ça, l'Islande, c'est tellement un paysage grandiose, puis c'est tellement calme. Mais quand tu penses à ça, la Gaspésie aussi, c'est tellement un paysage grandiose puis un paysage calme. Donc, c'est ce ouais, parallèle-là que, oui, des fois, on a besoin d'aller ailleurs, mais est-ce qu'on va vraiment ailleurs, tu sais, au final? ouais. Et vous, Hélène Dorion, c'était important d'inclure cette... Ben, je ne sais pas si vous aviez eu envie, comment s'est fait le lien peut-être entre l'histoire de votre mère et l'Empress of Ireland. Est-ce que vous aviez toujours porté cette connaissance-là de cette histoire-là en vous, ou c'est une découverte là, de lier cette histoire familiale à la grande histoire? C'est arrivé comment? C'est incroyable, mais bon, depuis que j'ai écrit mon roman, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit parce qu'ils connaissent cette histoire-là. Il y en a même qui y sont liés. Évidemment, le plus souvent, c'est des gens justement de la région. Mais autrement, étonnamment, on connaît assez peu ce naufrage qui a quand même été une des importantes catastrophes maritimes du 20e siècle, mais qui a été avalée par le début, bien sûr, de la guerre à ce moment-là. Mais moi, je ne le connaissais pas non plus. Et c'est vraiment quelqu'un, pendant que j'écrivais mon roman, qui a porté à mon attention cette histoire. Et comme je disais tout à l'heure, ben là, c'est comme apparu comme un élément qui ne savait pas qu'il faisait partie de mon histoire. Et moi, je ne le savais pas non plus, mais là, ça s'est vraiment rencontré. Donc, dans, il y avait bien sûr ce trajet, là, disons le fil conducteur spatial, c'est de Montréal à Pointe-au-Père. Et c'est comme si le fil temporel était entre cette intimité de ce que vit Anna, avec aussi son amie Juliette, et puis avec évidemment le souvenir de sa mère, la mémoire de sa mère qu'elle retrouve. Et tout à coup, elle comprend que cette histoire-là, très intime, est liée à un destin beaucoup plus large, collectif. Et je pense que c'est souvent aussi ce qui arrive. On se rend compte que notre petite histoire, quand on lève la tête, tout à coup, ben, on est liés aussi parfois les uns aux autres collectivement et même dans l'histoire, dans l'espace, dans des pays différents et sans même qu'on le sache. Alors moi, c'est apparu et puis là, c'est vraiment comme deux fragments, ça fonctionnait parfaitement. Antoine m'a dit qu'il était lié à cette histoire-là, Simone aussi, hein, et c'est un peu comme ça quand on écrit un roman. On suit un peu le fil de l'histoire, nous aussi. Les personnages nous disent ce qu'ils ont vécu, ce à quoi ils sont liés. Donc ça s'est fait, j'allais dire, Annie, de manière à la fois aléatoire et nécessaire. Donc, oui, oui, oui. C'est tellement spécial que tu parles de ça parce que, bon, tu dis, moi, c'est une histoire que je connaissais pas. Tandis que moi, c'est tellement l'Empress of Ireland, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Tu sais, je me rappelle pas comment j'étais, à quel âge j'avais la première fois que j'ai visité le musée, mais tu sais, j'étais toute petite. Là, c'est des choses qui, pas qui ont façonné, mais tu sais, qui sont vraiment super présentes dans l'imaginaire de Rimouski. Puis dans le petit musée, parce que tu sais, c'est une tragédie, puis ça a l'air très lointain, c'est un naufrage, donc il n'y a pas nécessairement de, tu sais, il n'y a pas de bâtiments brûlés, il n'y a pas de ruines, rien. Oui, on retrouve des choses, mais c'est un peu, on a de la misère à saisir l'ampleur de tout ça. Puis dans ton roman, mais dans le petit musée aussi, il y a comme je me rappelle plus si c'est encore là, mais il y avait un film dans le fond, puis il y avait une petite fille qui était sur le bateau, puis qui présentait un peu les trucs, mais elle présentait aussi son histoire à elle. Puis bon, c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans le roman. On dirait que ça ancre la tragédie, qu'on a de la difficulté qui semble loin dans le temps aussi, qu'il n'y a rien de tangible vraiment, sauf des trucs qui ont été repêchés dans le fond, donc il n'y a rien de tangible qui reste de ça. Mais ça l'ancre vraiment dans la réalité de dire, bon, il y avait des vraies personnes qui étaient là-dessus, des vraies personnes que leur vie a été chamboulée par ça, puis qui ça l'est encore aujourd'hui parce que des disparus, des naufrages qui ont fait des trous dans la vie de personnes. Donc, c'est vraiment
un beau voyage que j'ai fait ça. Ah, merci. Oui, parce que, et puis effectivement, ce que tu dis, c'est un peu ça, et même ta narratrice, tu sais, on ne mesure pas non plus la force et l'ampleur de ce à quoi on est exposé. C'est un peu ce que tu dis. Toi, tu as grandi avec ça. Moi, je ne l'ai pas connu. Quand j'ai rencontré cette tragédie-là, ça m'a paru tellement fort, tellement puissant. Parce que oui, et des fois, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y en a des catastrophes qui se passent, mais comme on est éloigné, et même si ça se passe des fois proche de nous, c'est comme si on ne mesurait pas vraiment l'impact. Et puis, qu'il y a des vies humaines là, qui sont rattachées à ça et qui vont être marquées pour des générations. Donc, ça aussi, ça fait partie de notre thème commun sur cette transmission de génération en génération. Et les événements font ça, le paysage fait ça. Donc, tous les éléments, en fait, de nos deux romans participent de cette transmission-là. Avec quoi on vit, je pense que c'est les questions, en tout cas, à la base. C'est avec ça qu'on éclaire, en tout cas, notre identité. Puis on n'a jamais fini d'éclairer notre identité. Ouais, c'est ça. Alors, deux éclairages différents sur ce paysage du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les falaises de Virginie de Champlain et pas même le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion. Je vous remercie énormément toutes les deux de votre écoute, de votre générosité dans la réponse à ces questions et ces échanges. Merci au Salon du Livre de Rimouski de nous permettre de tenir une telle rencontre dans le cadre de la semaine d'activités littéraires du Salon du Livre de Rimouski, donc du 2 au 8 novembre. Un salon en mode virtuel en ce qui nous concerne, mais il y a des activités qui se font pour vrai aussi un peu partout à Rimouski. Ben, merci beaucoup, vous deux, puis au plaisir de se retrouver pour vrai dans un avenir rapproché. Merci beaucoup. Merci. Merci Annie. Merci Virginie. Merci, Eva. Au revoir.